Alors nous allons passer à la restitution des ateliers. Donc j'appelle pour la restitution des ateliers. Qui est-ce que j'appelle? J'appelle Armelle Carnet-Le-Beurrier, Stéphane Flamand et Mamed Drissi. Et je demanderai à nos intervenants d'être peut-être un petit peu plus brefs que ce que nous avions prévu, car nous sommes un peu en retard sur le programme. Nous ferons la pause, au lieu de la faire à 10h30, à 10h45 et jusqu'à 11h10, 11h15. Je vous demande d'être vraiment très précis au retour de la pause. Et donc Armelle, je vous passe la parole. Donc, bonjour, merci. Donc, je vais faire la restitution de l'atelier A qui portait sur une présentation et comparaison de méthodes et outils de mesure d'impact territorial, donc qui est en écho complet avec la table ronde d'hier qui a clôturé la journée sur les questions d'impact des grandes écoles pour la transformation des territoires et qui a bien montré la dynamique impulsée par les grandes écoles sur leur territoire. Cela démontre l'importance de mesurer l'impact territorial pour identifier la valeur de nos actions, pour permettre d'éclairer et d'aider à la décision, notamment dans le cadre des projets stratégiques des grandes écoles, et de consolider des arguments pour la négociation avec les partenaires territoriaux. Donc, c'est les grandes finalités qu'on a identifiées au cours de cet atelier. Donc, cet atelier a été basé sur la présentation de deux outils, donc BSIS par Maurice Thévenet et Michel Cadica de la FNEJ, et puis l'outil Campus Footprint par Patricia Cortijo du cabinet Utopie. Et ensuite, une troisième intervention via le témoignage d'un client, entre guillemets, de Guillaume Quiquérez de Centrale Marseille, qui a mis en œuvre une démarche au sein de son établissement et qui nous a fait bénéficier de son retour d'expérience. Donc merci à tous les quatre pour vos riches contributions et discussions qui ont suivi vos présentations. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que le travail de mesure d'impact territorial, c'est une évaluation sur tous les impacts positifs et négatifs d'une organisation complexe sur son territoire, voire sur ses territoires. L'objectif de ce type de démarche, c'est d'identifier des leviers à saisir par les établissements pour diminuer les impacts négatifs et amplifier les impacts positifs sur le territoire. On a pu voir que différentes dimensions pouvaient être analysées, notamment les dimensions financières avec les contributions directes, indirectes et induites par l'activité des grandes écoles. Une dimension éducative via la formation initiale, mais aussi la formation continue, notamment des entreprises du territoire. Le développement des entreprises, soit via la création d'emplois, soit via la contribution des étudiants via des stages ou projets en lien avec les entreprises. La dimension intellectuelle via les publications, mais aussi la dissémination de la recherche sur le territoire. La dimension sur l'écosystème régional, en quoi est-ce que les experts dans les grandes écoles contribuent aussi aux politiques territoriales, l'impact sociétal, donc tous les enjeux sociétaux et de développement durable, et puis impact sur l'image. Donc ça, c'est différentes dimensions qui peuvent être étudiées. Mettre en œuvre une démarche de ce type a aussi un impact en interne dans les écoles, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail de collecte qui peut être lourd, plus ou moins lourd selon la structuration dans les établissements. Mais c'est un travail qui engage le collectif et qui est pluri-équipe. Donc ça, c'est aussi une richesse en fait d'impliquer un collectif autour de ce type de démarche. Et c'est surtout une démarche qui donne du sens aux activités et qui permet de se rendre compte de la valeur de ces actions. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et Guillaume a résumé en fait ce type de démarche comme étant une tentative d'attraper le réel avec un filet. Après, reste, quand on met en place ce type de démarche, de définir quel est le filet, la grosseur du filet. Ce type d'évaluation est vraiment important et peut être fait à un grain plus ou moins fin. Cela nécessite de définir 5 paramètres. Pourquoi est-ce qu'on fait cette étude? Le lien avec la stratégie de l'établissement. L'impact sur quoi? Donc, quel périmètre est-ce que l'on souhaite évaluer? Donc là, ça revient au grain du filet. L'impact sur qui? Donc, une métropole, un département, une région. L'impact sur un périmètre géographique. Et l'impact temporel, donc c'est-à-dire de mesurer les impacts à quel temps, à court terme, à moyen terme ou à long terme.
Donc en conclusion, ce type d'évaluation et d'analyse est vraiment un outil précieux dans le cadre du dialogue, notamment avec les parties prenantes du territoire, et qui peut aussi permettre, en termes de collectif interne, de mettre en place une démarche qui soit appropriée par l'ensemble de l'établissement. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis chargé de faire le retour du second atelier, qui était un atelier dédié à l'entrepreneuriat, à l'innovation responsable. On a eu 30 personnes qui étaient présentes, qu'on a, je dirais, presque piégées, parce qu'on leur a demandé de tester ce qu'on avait préparé, c'est-à-dire le fruit d'un travail d'un peu plus d'une année, sur le développement d'un outil dédié à toutes les écoles de la CGE, donc forcément très, très transdisciplinaire, et dont l'objectif était de susciter l'envie des étudiants d'aller vers l'entrepreneuriat responsable et de démontrer que l'entrepreneuriat responsable et durable est quelque chose qui est pertinent, qui existe et qui marche. Donc, quelques petits mots sur le groupe de travail qui a travaillé. C'est un groupe qui regroupe des personnes de différentes écoles, de management, d'ingénierie. On a une personne d'AgroParisTech, une personne de l'ENSTA Paris, moi-même de l'ENSICAN, et puis une personne de l'ICN Arsten, donc Business School, qui a été, disons, agrégée par Gérald Majou. Donc l'idée de cet atelier, c'était de tester en fait un questionnaire qu'on a mis en place et d'avoir un retour nous disant bien non, vous êtes complètement à côté de la plaque, ou au contraire, oui, vous pouvez continuer, ça nous intéresse. Alors brièvement, quelle est la forme de ce questionnaire? C'est un questionnaire qui a vocation pédagogique, qui se présente sous la forme de questions-réponses. Questions-réponses menées ou organisées à partir de cas réels de collectivités, d'entreprises, de start-up qui pratiquent le développement durable au travers d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat, d'innovation. Et donc à partir de ces cas réels qui peuvent aborder différents points, l'écologie industrielle, mettre en œuvre des incubateurs, mettre en œuvre de l'économie circulaire, réformer en profondeur soit l'outil industriel, soit les modèles de management. Donc à travers ces cas réels qui sont français ou étrangers, on a un exemple d'une entreprise très locale, Pocheco, qui est vraiment un exemple très emblématique de l'entrepreneuriat et de l'innovation responsable. Donc à travers de ces cas réels, on pose un certain nombre de questions qui permettent à l'étudiant d'une part de constater que l'entrepreneuriat et l'innovation responsable, c'est possible, et puis ça permet d'aborder un certain nombre de points et de les informer sur un certain nombre de points tels que l'économie circulaire, tels que l'écologie industrielle, tels que le management responsable, l'innovation, les différents statuts associés à tout l'environnement durable. Donc l'enjeu, c'était de savoir si ce questionnaire avait du sens. Alors je parle sous le contrôle des membres de la salle qui ont participé à ce séminaire. Les questions étaient, on voulait savoir, est-ce que c'est ce questionnaire qui a été bien sûr pas traité et abordé en totalité par l'ensemble des personnes, mais on a juste proposé un cas particulier qui conduisait à un certain nombre de questions. Alors sur ce cas qui est bien sûr très restreint, est-ce que c'est de nature à susciter l'envie des étudiants soit de s'intéresser, soit de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat responsable, et est-ce que ça peut me donner envie et de me rassurer d'aller dans cette direction-là? La réponse est oui. Est-ce que vous êtes prêt à diffuser et à utiliser ce questionnaire en interne? La réponse a été oui. Est-ce qu'il est éducatif? Oui. Il est éducatif donc de par la nature des cas traités, et aussi parce qu'on s'attache à débriefer chacune des questions, à argumenter les réponses. Donc dans les réponses, les étudiants aussi apprennent. Est-ce que c'est conforme à l'intérêt manifesté? Enfin, c'est conforme à l'intérêt manifesté aussi par d'autres collègues étrangers, parce que on a présenté ce travail lors d'une conférence internationale. Donc bon, c'est rassurant d'avoir plutôt des voyants verts. C'est bien transdisciplinaire parce que les cas qui sont choisis sont des cas proposés par chacun d'entre nous qui sommes d'horizons différents, et ça permet aussi
d'avoir finalement à traiter des cas réels qui ne seraient pas forcément traités par une école de management ou par une école d'agriculture ou d'agronomie. Alors des critiques malgré tout, quelques petites critiques sur la forme, parce que les cas, bien, il faut les aborder, ils sont riches. L'accroche par une vidéo pourrait parfois être plus facile, c'est ce qui nous a été suggéré. Donc améliorer un peu la partie storytelling. Expliquer peut-être davantage aussi comment mieux exploiter derrière ce questionnaire en développant l'aspect teaching notes, en développant l'étape d'après. Un retour qui provient plus de gens experts, je dirais, ou plutôt plus liés à une culture d'école de management, qui est que, effectivement, comme c'est un questionnaire qui est transverse et commun à toutes les écoles, le traitement de cas n'est pas le même que n'est pas le même que celui habituellement fait par les écoles de management. Donc il n'y a pas vraiment effectivement de preuve économique de la rentabilité, mais ce n'est pas non plus initialement l'objectif du questionnaire. Donc au global, le bilan est positif. Un certain nombre de collègues sont dit intéressés pour aussi venir nous épauler à développer d'autres cas, à tester davantage le questionnaire, revoir éventuellement des formulations. Donc ce questionnaire va être bien sûr rendu disponible à moyen terme, une fois que tout sera implémenté à l'ensemble des écoles. Et puis, eh bien, une étape future sera aussi de rendre ce travail, ce questionnaire international, c'est-à-dire qu'on va tâcher de le traduire et puis d'avoir des cas qui sont encore plus internationaux, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer dans la recherche de cas réels. Voilà, merci à vous. Et dernière petite chose, vous pouvez d'ores et déjà, un certain nombre d'entre vous qui le souhaiteraient, tester le cas. Je laisse des papiers sur la table où vous avez un code d'accès qui permet de tester ce questionnaire sur une plateforme qui est mise en place, qui est une plateforme à vocation durable aussi, qui est la plateforme Suditest. Merci encore. Bien, bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'être synthétique parce que je sais qu'il y a une pause, mais on a déjà mangé la moitié de la durée de la pause. Alors, l'atelier, en fait, quelle contribution des sciences humaines et sociales dans les transformations sociétales? Bon, un thème assez large. C'était volontaire avec l'idée d'adresser le sujet en relation avec nos missions, à savoir l'aspect formation en termes de compétences, production de compétences, également l'aspect recherche en termes de production de savoir, de savoir-faire et comment justement cette progression peut alimenter l'aspect formation, et également aussi en termes d'innovation. Donc voilà, donc du coup c'était assez large et en même temps une très belle salle en termes d'amphi avec une très très belle participation et un nombre relativement important. Alors justement pour driver un peu cet atelier, je me suis appuyé sur Jean-François Ballaudet, président de l'Alliance Athéna, donc quelque part une référence en relation avec les sujets, et également Éric Godelier qui est ici présent, donc le pilote en fait d'une enquête en relation avec la commission recherche et transfert que je préside pour pouvoir avancer sur le sujet. Alors on est parti, bien sûr, après une introduction, de l'état des lieux. L'état des lieux, en fait, au départ, avant de lancer l'enquête, deux constats. Dans les écoles d'ingénieurs, les années 80 et quelques, lorsqu'on regardait les profils de formation, il y avait moins de 5% de sciences humaines et sociales. Lorsqu'on regardait les écoles de management, en fait, la réponse était assez claire en disant c'est le cœur. Nous, c'est des compétences spécifiques. C'est pas des compétences, je dirais, cognitives. C'est pas des compétences et pas seulement. Donc, de ce constat, on s'est dit tiens, on fait un état des lieux parce qu'on a l'impression d'avoir un vocabulaire et qui nous conduit à ne pas forcément systématiquement parler de la même chose. Et en effet, le premier retour a montré que un grand nombre de définitions
des perceptions diverses et variées, et aussi des objectifs variés en relation avec les enjeux. Il y a quelque chose aussi qui sortait du débat, et c'est très très intéressant. Surtout ne pas enfermer les sciences humaines et sociales, sur le plan formation, dans les soft skills. Ça, c'est, je dirais, un premier retour qui était assez partagé. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Également, c'est des leviers d'apprentissage et également des leviers pour le changement et pour accompagner le changement. Donc voilà, côté recherche, on voyait bien que c'est surtout une recherche transversale, une recherche aussi qui mobilise énormément de disciplines pluridisciplinaires, et c'est quelque chose d'important et qui impacte et qui, de plus en plus, en fait, les écoles introduisent ça dans leur filière de formation initiale ou par apprentissage, comme fut le sujet tout à l'heure en relation avec l'apprentissage. Donc voilà, alors l'idée c'est que dès lors que la participation a été plutôt de 46% en termes de retour, on a bien vu qu'il y a un certain nombre de catégories d'écoles qui n'ont pas vraiment participé dans cette, pour des difficultés, je dirais, liées à ce que j'ai signalé auparavant. On souhaite en fait faire un deuxième tour suite à ces retours pour pouvoir accroître cette participation et organiser un événement. Donc on poursuit le travail en relation avec la commission que je préside et les autres commissions de la CGE pour organiser un événement en 2019 autour de ces enjeux et aller un peu plus loin en profondeur sur les premiers retours de l'atelier, de l'enquête et également aussi du groupe de travail que nous allons installer donc, pour poursuivre cette deuxième phase. Donc voilà, pour être court et synthétique, je vais en rester là. Merci et merci aussi pour votre participation. Vous étiez nombreuses et nombreux à participer dans cet atelier. Merci.